Après les Néfertari l'année dernière, voici que ce chapitre révèle une nouvelle famille porteuse de la lettre D, une famille inattendue et peut-être même disparue. Le carnage continue du côté des Vegapunk et un nouveau satellite disparaît, se sacrifiant pour retenir un des membres du Gorosei. Tandis qu'Emmet, lui, fait face aux doyens et s'apprête à utiliser un nouvel atout pour protéger les Mugiwara et leur potentielle nouvelle recrue, qui n'est autre que... On verra après, yo les bros, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1120 qui va commencer dès maintenant, alors on n'oublie pas de fumer comme il se doit les likes sur cette vidéo, surtout si vous l'appréciez, et dites-moi en commentaire là maintenant à quel chapitre précisément. Attention, sans un seul écart, le chapitre précis dans lequel l'arc Elbaf va commencer. Voilà, s'il vous plaît, j'ai besoin d'espoir et voir très vite l'île des géants. Commençons cette nouvelle review. Petit détour sur Wano Kuni, très court, juste pour notifier que l'aventure de Yamato continue et que nous découvrons par la même occasion que Denjiro est devenu le daimyo de Kuri. Voilà, donc il a remplacé Fuketsu Omosubi, l'un des samouraïs qui a été emprisonné par Kaido il y a 20 ans avec le père de Zoro. Bah non du coup. Et qui a également aidé Yamato à survivre dans cette même prison. Denjiro devient donc chef de cette région et on peut alors imaginer que les autres fourreaux rouges pourront aussi diriger une partie de Wano en devenant les daimyo. Kuri pourrait être Kinemon, Udon serait Reizo, Ringo serait Kiku, enfin voilà l'idée. Rien d'autre à dire si ce n'est que j'espère que ces sales gosses se prendront un bon coup de pied au cul. Oh, d'où on traite Yamagot comme ça là? S'en fout. Ok, alors on continue, mise en contexte, nous sommes 26 ans plus tôt à Punk Hazard. Que faisons-nous là-bas me direz-vous? Eh bien nous retrouvons Vegapunk et Clover, deux des plus grands savants du monde. Bien sûr qui dit savant dit révélation, et c'est Clover qui va nous apprendre une très grande nouvelle, lui aussi est un membre de la famille des D. Lui aussi possède cette mystérieuse lettre dans son nom, sans vraiment savoir ce qu'elle signifie. La seule chose dont il est sûr, c'est qu'elle représente un danger pour lui, car dans sa jeunesse, son grand frère a été tué devant ses yeux, juste pour avoir porté cette lettre. La raison de leur rencontre entre Vegapunk et Clover est donc le siècle oublié. Le savant d'Ohara lui demande de l'aide sur ses recherches du siècle oublié car il a besoin d'un autre point de vue, d'une autre branche scientifique. Clover a besoin de savoir pourquoi porter fièrement son nom, quelle que soit la lettre qu'il compose, est passible d'une telle mort en fait. Et il a bien l'intention de le découvrir grâce à ses recherches et à la voix du passé qu'il peut entendre. Vegapunk, lui bien sûr, ne s'en intéressera que lorsque le pire sera arrivé, que lorsque le gouvernement aura réussi à faire taire celle d'Ohara. Si le plus grand génie du monde à l'origine de tout cet arc d'Egghead se demandait qui serait assez fou pour porter ses recherches après un tel désastre, la réponse était déjà toute faite. C'était lui. Bon bah Oda revient en force de ses pauses, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, maintenant, faut analyser toutes ces révélations. Déjà, et avant que j'oublie, notez au-dessus du portail de Punk Hazard une silhouette démoniaque cornue. Alors on pourrait penser qu'il s'agisse d'un doyen, de Saturne hein, presque limite, sauf que non, il s'agit là, si mon idée est la bonne, d'un géant antique. Plus simplement, ça serait un des numbers de Kaido, genre Hacha. Hein, voilà. Alors il faut savoir que plus de 20 ans en arrière, Punk Hazard était un lieu où le gouvernement et donc Vegapunk cherchaient à reproduire les anciens géants. Donc ce qu'on voit là, c'est sûrement un de ces anciens géants, notamment un Numbers qui vivait justement autrefois sur Punk Hazard avant d'être racheté par Kaido pour les ajouter dans son équipage. Voilà, donc maintenant passons au professeur Clover qui nous révèle posséder le D dans son nom qui est d'ailleurs entièrement prononcé Kuro dit Clover. Alors, premier problème, à l'heure où je fais cette vidéo, la traduction du nom de Clover n'est pas encore certaine à 100%. Mais si on se base sur le katakana, alors le nom de Clover se prononce bien Kuro, c'est encore à préciser, bien sûr, donc soyons prudents là-dessus. Par contre, si on cherche son nom sur internet, on tombe sur plusieurs résultats assez intéressants, expliquant que Kuro est l'une des prononciations de Cleom, le mot irlandais pour épée. Assez facilement, on tombe sur une épée précise, l'épée de lumière, qui est un symbole des mythes irlandais. Elle a une grande place dans leur légende puisqu'elle représente en quelque sorte leur Excalibur. Ça commence à devenir intéressant puisque Ohara est un nom assez traditionnel et commun en Irlande, on serait donc sur la bonne piste puisque le nom de Clover serait lui aussi lié à un symbole irlandais, la fameuse épée de lumière. Et évidemment, si vous ne le saviez pas, le trèfle à 3 feuilles est l'un des symboles nationaux de l'Irlande, pas besoin de vous faire un dessin, c'est Clover quoi, c'est déjà car Clover signifie littéralement trèfle en anglais et ensuite car ses cheveux forment juste un trèfle. Voilà, pas de doute, Clover est lié à l'Irlande, et vu que c'est le cas, alors il est aussi probablement lié à cette épée de lumière des mythes irlandais, ou alors le hasard serait encore une fois très grand. Mais attendez, c'est justement le début des très grands hasards qui vont avoir lieu, et pour vous résumer ça simplement, l'épée de lumière est l'un des 4 ou 5 trésors légendaires d'une race divine des mythes celtiques, les Tuatha des Danann. Alors je le prononce sûrement pas très bien, mais n'en tenez pas rigueur, dans certaines versions c'est Nuada, le roi de cette race divine, qui porte l'épée de lumière. Ce Nuada
était incroyablement aimé tant il était un roi bon pour son peuple. Il a vécu 2 batailles, se faisant couper le bras dans la première et tué dans la deuxième. Alors je vous rappelle maintenant que les races divines sont omniprésentes dans l'histoire actuelle de One Piece, que ce soit les dragons célestes ou même les Bilkans, que les Tuatha des Danann sont les enfants de Dana, la déesse mère qui peut parfois se prononcer Don ou Anu, je psychote sûrement, hein, mais le don c'est un mot important dans One Piece qui représente la volonté, l'espoir, et Anu, bah, ça fait Imu. En plus ça tombe bien, Dana est liée à la nature et Imu vit autour des papillons et des fleurs. Pour finir, Nuada, là, avec sa fameuse épée dont aurait inspiré le nom de Clover, eh bien, il se serait fait couper la main. Effectivement, ça fait beaucoup penser à Shanks, mais dans ce chapitre, je spoil un petit peu, car on en reparlera après, Atlas se fait couper le bras, tout comme Emmett qui se le fait arracher, comme par hasard. Bon, moi, je trouve ça quand même marrant que sans vraiment forcer, on puisse autant relier le nom de Clover à une mythologie et que cette mythologie peut avoir une influence sur Oda dans One Piece, surtout que l'histoire de cette mythologie celtique est vraiment grave intéressante. La grande bataille du destin du monde par exemple met en guerre la tribu de Dana, donc les gentils dieux, contre les faux moires, des êtres inhumains et démoniaques arrivés en Irlande après le déluge. Leur chef, Balor, cache toute sa puissance dans son œil unique et son ennemi principal est Lug, le dieu du soleil, qui parviendra à le vaincre, meute enfin à une grande guerre. Je psychote peut-être encore une fois, mais ça fait penser aux Dix contre les 20 royaumes, les gentils dieux contre les êtres démoniaques du gouvernement. Le déluge, bah, c'est littéralement un événement du passé de One Piece mais aussi du futur, et Balor avec son œil emblématique qui est vaincu par Lug, le dieu soleil, bah, ça fait très ému, et son regard perçant face à Luffy et Nika. Bon, on va pas épiloguer 800 ans là-dessus. En tout cas, il semble qu'Oda nous dirige vers les mythes irlandais et celtes avec le nom de Clover et je vous assure que ça a une importance. Même s'il ne fait pas de copier-coller parfait, Oda aime vraiment utiliser la mythologie de son monde et jouer avec pour l'introduire dans son œuvre. Je lis souvent des commentaires disant qu'il n'irait pas aussi loin et qu'il ne connaît pas tant de choses que ça, alors que si, il faut l'avouer et nous l'a prouvé à plusieurs reprises. Mais du coup, ça nous fait un nouveau dit au compteur tout ça, c'est ça qui est cool. Alors dites-moi en commentaire, vraiment premier degré, est-ce que vous êtes dérangé ou plutôt content de voir Clover en dit? Alors je sais que lorsque je théorisais sur l'apparition de futurs dits comme les Kozuki ou même Kuma, encore récemment, qui en serait un, je recevais une tonne de commentaires me disant que ça ferait trop de dits finalement. Et que le but était de garder une sorte d'exclusivité aux possesseurs de cette lettre, pas de les voir partout. Moi je suis évidemment pas d'accord avec ça, et preuve en est depuis l'année dernière, c'est le deuxième dit qui nous est révélé après Vivi. Donc je profite de cette review et cette annonce pour vous dire que oui, il y aura encore des dits dans le futur, sûrement beaucoup même, et ça serait parfaitement normal, ils sont sûrement issus du peuple le plus important du millénaire, encore heureux qu'ils aient des descendants. Clover prouve par ailleurs qu'ils ne doivent pas révéler faire partie de cette famille au risque de se faire tuer et persécuter. C'est la raison pour laquelle Law le gardait secret, tout comme Cobra l'a gardé secret jusqu'à sa mort. Donc il y a sûrement des personnages qu'on connaît mais qui ne sont pas du tout des dits. Alors si je dois faire une espèce de liste de personnages pouvant posséder cette lettre mais ne l'ayant pas encore révélée, eh bien Kuma forcément et peut-être d'autres descendants boucaniers inconnus à ce jour. Les Kozuki indéniablement, Iori, Momonosuke, même Sukiyaki du coup, les restants. Buggy, le parallèle parfait avec Shanks qui serait descendant de nobles ou dragons célestes. Et pour finir, eh bien je sais pas mais je serais pas forcément dérangé de voir Shirahoshi en dit par exemple. Alors dites-moi de votre côté si vous voulez compléter cette liste, je lirai vos propositions avec grand plaisir, même pour le prochain courrier de Goji, répondez à mon commentaire épinglé si vous voulez poser une question du coup, et on lira ça la semaine prochaine. En tout cas voilà, Clover est un dit, et son nom est porteur, pour l'instant, d'un symbole mythologique assez fort relié au mythe irlandais. Bon, on a fait le tour de ce gros morceau de la review, ce n'est pas fini pour autant. Retour à Egghead où le chaos n'a toujours pas cessé. Le message de Vegapunk continue encore, déclarant que si ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, il a quand même réussi à découvrir une partie de la vérité chuchotée par les perdants, faisant donc directement référence à la guerre de l'ancien royaume et du gouvernement. D'un autre côté, Venus-Zero bloque toujours le passage au groupe de Zoro. Quant à Emmett, il fait face encore une fois au démon du Gorosei et s'apprête à passer à l'action. Alors on va commencer par la partie Venus-Zero, c'est sûrement la plus chargée car de très nombreux événements ont eu lieu autour de lui. Atlas, qui a quitté le groupe de Sanji dans le dernier chapitre avec un plan en tête, s'est dirigé tout droit vers Lilith pour l'assommer et la déconnecter du Punk Record, feintant ainsi sa disparition aux yeux de York qui peut les tracer. La consécration du plan d'Atlas est de retenir Venus-Zero pendant que le satellite de Vegapunk se sacrifie dans une explosion qui ne blessera malheureusement que provisoirement le démon porteur du Kitetsu.
Sans grande surprise, mais avec beaucoup de tristesse, surtout que la scène était vraiment très belle, un nouveau Vegapunk meurt avant que l'arc ne se conclue, et c'est Atlas la première rencontre de Luffy en arrivant sur l'île. Je dis sans grande surprise parce que c'est précisément le personnage dont je soupçonnais un sacrifice encore dans la dernière review. En satellite allié, il ne reste plus que Atlas et Lilith, et plus ça va, plus j'ai l'impression que l'une d'elles sera aussi sacrifiée. J'aurais tendance à penser Atlas justement, puisque Lilith est la première Vegapunk à nous être introduite, elle pourrait être aussi ceux qui suivent les Mugiwara, mais ça pourrait être totalement les deux. Première surprise et peut-être déception, nous n'aurons eu absolument aucune vision du combat de Zoro contre Vénus, genre absolument rien de plus qu'au chapitre 1117. C'est franchement décevant parce que cet affrontement a été trop intéressant, il était attendu, en particulier du côté du lore, pas qu'au niveau de la puissance, mais vraiment au côté du lore. Après que Vénus ait révélé posséder le premier des Kitetsu, on aurait pu avoir des révélations de ce côté-là. Malheureusement, Oda a décidé de le faire en off-screen, un peu relou, mais tant pis, on va encaisser, on va tanker ça. Alors, par contre, deuxième surprise, et bonne surprise pour le coup, Zoro a l'air d'en avoir chié, et je dirais même qu'il a l'air de pas avoir kiffé du tout son combat contre Vénus. Je l'ai jamais vu vouloir se barrer aussi vite de l'emprise d'un adversaire, et pire encore, il avait l'air même pas mal blessé comparé au début de son affrontement. J'ai envie de dire c'était sûr que Zoro n'allait rien pouvoir faire de particulier contre lui, mais quand même, ça rajoute encore une aura bien dark, bien ténébreuse autour de Vénus Zero et sa vraie puissance pour que le Seigneur des Ténèbres en personne ait autant hâte de lui échapper. En tout cas, et malgré le sacrifice d'Atlas, Vénus Zero aura pas bougé d'un iota, lui aussi, l'invincibilité du Gorosei, ça rigole, mais vraiment zéro. Une vie de perdu pour immobiliser un seul doyen pendant 3 ou 4 secondes, c'est vraiment du jamais vu jusqu'à présent en termes de sacrifice. Parlons maintenant de ce que nous réserve le futur, parce qu'il y a quand même un événement à ne pas mettre de côté, c'est la survie de Lilith en tant que dernière Vegapunk, si on met de côté, la traître qu'est York. Avec ceci, elle est la dernière création de Vegapunk à pouvoir s'échapper d'Egghead, et non, j'ai même pas à la comparer avec Stussy, puisqu'elle est carrément une partie de Vegapunk. Lilith est un satellite. Elle qui était excitée de prendre la mer et de partir à l'aventure au chapitre 1090 ou 1089, je sais plus vraiment, là elle va carrément faire partie des Mugiwara, et ce pendant un bon moment je pense. Si de base, je ne voyais ni Bonnie ni Lilith rejoindre les Mugiwara, surtout définitivement, je dois bien avouer que là, elles le feront au moins temporairement. Pour s'en convaincre, si ce n'est pas encore le cas, posez-vous simplement la question, que vont-elles pouvoir faire Bonnie et Lilith si elles n'accompagnent pas les Mugiwara? Où pourront-elles bien aller? Qui va les accepter? Je vais pas vous cacher que le seul destin que je vois pour elles se retrouve chez les révolutionnaires. Prenons Bonnie par exemple, fille de révolutionnaire, elle a le sang de la rébellion en elle, en tout cas du côté de sa mère. Son désir serait de permettre à Kuma de retrouver sa mémoire, tout comme le souhaitent d'ailleurs les révolutionnaires. Dragon est le seul à avoir été reconnu par Kuma en qualité de maître, ce qui est une preuve de plus qu'ils pourront peut-être l'aider à retrouver sa vraie mémoire. De plus, l'équipage de Bonnie ayant été capturé par la marine et le gouvernement pourrait chercher à les libérer aux côtés des révolutionnaires durant la grande guerre qui les opposera au Tenryubito. Son rêve de toute façon n'est pas du tout de découvrir le One Piece et de partir à la quête de ce trésor, comme tous ses autres confrères Supernova. Elle n'a donc aucune raison de continuer la piraterie pour devenir reine des pirates, maintenant que l'objectif de retrouver son père a été atteint. Elle rejoindra les Mugiwara et ce jusqu'à ce que eux-mêmes rencontrent les révolutionnaires. Et pour Lilith, elle n'a strictement nulle part où aller, elle n'a plus aucune attache nulle part. Étant le côté un petit peu sauvage de Vegapunk, le côté sulfureux, aventureux, ce que vous voulez, plusieurs voies s'offrent à elle. Elle pourrait continuer avec les Mugiwara et perpétuer une partie de la volonté du Vegapunk originel, à savoir de découvrir toute de la véritable histoire du siècle oublié sur Laftel, et ainsi mener à bien les recherches sur l'énergie infinie pour en faire profiter le monde entier. Elle sera la scientifique de l'équipage, qui est un rôle bien différent de Franky, qui en est le charpentier, et pourrait combattre York à la toute fin, qui aurait elle-même rejoint les Dragons Célestes. Si Luffy et les Mugiwara doivent affronter et défaire Imu et le Gorosei, du coup York sera pour Lilith. Ça c'est pour le long terme, cependant Lilith pourrait aussi rejoindre les révolutionnaires plus ou moins en même temps que Bonnie, et ce pour des raisons assez similaires. Si on prend le Vegapunk originel, il avait lui aussi un esprit de révolution, preuve en est avec les recherches sur les siècles oubliés et son lien étroit avec Dragon. Il n'a rejoint le gouvernement que pour les moyens quasi limités que ces derniers pouvaient investir dans sa science. Il reprochait à Dragon d'être trop pauvre avec ses paysans qui lui servent d'armée. Vegapunk lui voulait de la moula, il voulait financer ses recherches illimitées quoi. On peut pas vraiment lui en vouloir, sans ça il n'aurait jamais eu la technologie d'aujourd'hui. Bref, Lilith n'ayant désormais nulle part où aller, du moins n'ayant plus de vrai but, finirait par rejoindre les révolutionnaires comme ce que Vegapunk aurait toujours dû faire en fait. En tout cas, et en attendant, il est clair qu'elle et Bonnie accompagneront les Mugiwara dans leur voyage, et si elles ne les accompagneront pas jusqu'à Laftel, il me semble assez évident que leur séparation ne se fera que lors de la rencontre finale avec les révolutionnaires, et donc la rencontre finale entre Luffy et Dragon.
Eh bien messieurs dames, ne serait-il pas l'heure de parler d'Emmet, notre cher petit robot? Alors je dis pas petit pour ironiser sur sa taille, qui est vraiment très grande pour le coup, non, je dis petit pour son esprit, qui ressemble plus à celui d'un enfant qu'à celui d'un adulte. Il y a de ça quelques semaines, Sandman AP sur Twitter avait pointé du doigt le fait que Emmet s'exprimait en japonais comme un enfant de 10 ans. Et je dois dire que c'est davantage marquant dans ce chapitre, que ce soit dans ses réactions ou dans ses paroles. J'ai vraiment eu la sensation de voir un enfant ou un adolescent bloqué dans un corps de robot. En fait, c'est typiquement à la Alphonse de Fullmetal Alchemist. La conscience est celle d'un enfant ado, mais dans le corps d'une armure. Alors ça cache forcément quelque chose et nous apprendrons peut-être que finalement c'est un esprit. En tout cas, une chose est certaine, Emmet a une conscience que seul Luffy peut entendre. En effet, seul Luffy, ou du moins Joy Boy comme il aime l'appeler, peut communiquer avec lui, les autres personnages autour de lui ne pouvant l'entendre. Vous aurez donc bien compris qu'ils communiquent ensemble grâce à la voix de toute chose, cette mystérieuse capacité possédée par Roger, Oden, Luffy et Momonosuke, permettant d'entendre et comprendre les sentiments et les paroles d'êtres avec lesquels ils ne devraient pouvoir communiquer. Et ce sujet bien précis là, je peux l'utiliser pour faire un lien avec ce que je vous disais plus tôt. Vous savez, les futurs dits qui apparaîtront d'après moi, dont les Kozuki. Eh bien, le principal de cette théorie se base sur le fait que seuls Roger et Luffy pouvaient officiellement entendre la voix de toute chose, et le hasard veut qu'il soit dédié. Ok, donc sur Zou, Momonosuke et Oden ont révélé posséder cette faculté également, qui est quand même très loin du acquis de l'observation avancée. Si vous vous posez la question, les deux pouvoirs n'ont rien à voir. Ça faisait donc 2 dits confirmés possédant cette capacité et 2 dits théoriques. Or, quand Momonosuke semble entendre la voix ou l'esprit de Zunesha, il réagit pas très bien. Et un autre dit présent sur l'île au même moment semble également dérangé, intrigué. C'est Trafalgar Law. Comme s'il entendait ou percevait cette voix, cette présence de Zunesha, Law en tant que dit aurait aussi la voix de toute chose. Donc la suite logique serait que si les dits possèdent cette capacité, alors Momonosuke et Oden également, les Kozuki cacheraient cette lettre dans leur nom. Et vous savez quoi, un élément que je n'ai pas relevé plus tôt concernant Clover peut appuyer cette idée. J'ai parlé en vitesse 0,25 mais vous avez compris. Il dit que les voix du passé vont appeler Vegapunk, comme si elle l'avait déjà appelé lui. Clover, l'héritier de la lettre D. Comme si Clover avait entendu les voix du passé grâce à la voix de toute chose, ce qui l'a aidé à décrypter les poneglyphes comme Roger d'après Rayleigh. Donc les D seraient les seuls à avoir cette faculté, expliquant pourquoi personne n'entend Emmet parler, pas même Sanji, pourtant spécialiste en acquis d'observation. Alors vu que les questions les plus intéressantes du courrier de Goji étaient sur Joy Boy et toute cette histoire, je vais y répondre ici même, comme ça donnera encore plus de corps à cette partie de la review. Est-ce qu'on n'aurait pas la confirmation que Joy Boy est bien un titre et non une personne spécifique? Car pourquoi Emmet appellerait Luffy Joy Boy alors qu'il sait que des siècles se sont écoulés depuis? Je pense que ça a déjà été confirmé depuis Kaido que Joy Boy est bien un titre. Quand il bat Luffy, il lui dit alors toi non plus tu n'as pas réussi à devenir Joy Boy, ou alors quand King a dit à son capitaine qu'il voit en lui Joy Boy. Être Joy Boy, c'est celui capable d'accomplir un certain devoir, un certain destin, une certaine volonté. C'est aussi pourquoi Zunesha a reconnu Joy Boy que quand Luffy a éveillé son fruit et pas avant. Les battements de cœur de Joy Boy sont les tambours de la libération, ceux de Nika. Ceux qui sont Joy Boy sont les héritiers, peut-être même du coup les descendants directs du dieu soleil. Si Emmet appelle Luffy Joy Boy alors qu'il sait pertinemment que il n'est plus là, c'est parce que le Joy Boy du passé l'a averti de son retour, il a averti de son espèce de résurrection. C'est pas vraiment le terme, mais on va dire ça. On peut très facilement comprendre, notamment avec la lettre d'excuse à la princesse sirène de l'époque, que le Joy Boy d'il y a 800 ans avait une certaine conscience politique. C'est pas Luffy qui enverrait un bloc de pierre à quelqu'un pour lui dire désolé, j'ai pas pu t'aider, lol, tu vois. Donc tous les Joy Boys sont différents dans leur personnalité, mais à la fois similaires dans leur volonté et leur rêve. Être Joy Boy, c'est être le seul capable d'apporter la liberté. Emmet croit-il parler au vrai Joy Boy ou sait-il que c'est sa réincarnation? Avons-nous la confirmation que Joy Boy ressemble à Luffy? Joy Boy était-il un Monkey D? Quel était son vrai nom? J'imagine que Joy Boy est un pseudo. Tu m'as enchaîné, tu m'as mitraillé de questions là. Alors, comme je le disais à l'instant, je pense pas qu'Emmet croit parler au vrai Joy Boy. Son ami d'il y a 800 ans. Il fait comme Zunesha en fait, il se contente de le reconnaître. Quand Luffy était sur Zunesha et qu'il entendait sa voix, Zunesha ne reconnaissait pas Joy Boy. Pourtant il s'agissait de Luffy, qui est aujourd'hui Joy Boy. La seule chose qui a changé entre ces deux moments, c'est l'éveil de Nika, parce que c'est seulement à travers le dieu du soleil et les battements de son cœur que ces créatures peuvent reconnaître le Joy Boy en fait, tout simplement. Et quand je dis reconnaître, je parle de son aura, de son esprit, tu vois, pas de son physique. Car une fois encore, Emmet et Zunesha n'ont reconnu Joy Boy qu'à travers l'aura de Luffy, sans vraiment le voir. Donc oui, Joy Boy est très probablement un pseudo, comme le dieu des lames pour Yuma par exemple, un titre par lequel était connu ce grand samouraï de Wano,
également appelé King dans Monster d'ailleurs. À la question si Joy Boy était un Monkey D, on ne peut pas encore l'affirmer, mais là encore ça ne serait pas une très grande surprise et peut-être que seuls les héritiers des D peuvent être des Joy Boy. Je vous dis ça parce que Monkey ça veut dire singe, on est tous ok là-dessus. Or Nika, le dieu soleil, est en partie inspiré par Hanuman. Et Hanuman c'est un dieu singe ayant voulu manger le soleil, ce qui veut dire que le Nika originel, le tout premier dieu soleil, aurait été un Monkey D et que c'est uniquement dans la famille Monkey D que peut revivre les héritiers de Nika que l'on surnomme aujourd'hui Joy Boy. A vrai dire, je sais même pas si on peut vraiment parler de réincarnation dans ce cas. Moi j'aime plutôt penser que l'aura de Joy Boy se déclenche que lorsque quelqu'un naît avec exactement la même volonté de liberté que lui. Celui qui a le titre de Joy Boy, celui qui peut devenir un Joy Boy, c'est celui qui peut du coup libérer le monde, c'est celui qui peut accomplir ce que d'autres n'arrivent pas à accomplir. C'était une petite aparté du courrier de Goji du coup qui n'aura pas lieu plus loin dans la vidéo. Emmett, lui, est dans une situation compliquée. Là il tente de combattre les doyens mais rien ne se passe comme prévu. Il tente d'utiliser deux techniques, mais la première qui consiste à apparemment éjecter son poing, à en juger la position qu'il adopte assez similaire au Strong Right de Franky, ne fonctionne pas du tout à cause de la rouille et des ravages du temps. En tout cas, ça l'a mis dans une sale posture et Jupiter, lui, agraille une bonne partie du corps, confirmant encore plus l'idée que Emmett ne va malheureusement pas survivre à cet arc d'Egghead lui non plus. La deuxième technique par contre est bien plus intrigante, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une technique, mais pendant qu'il fait face à Jupiter et Warcury, Emmett se souvient des paroles de Joy Boy et du temps venu dont parlait ce dernier. C'est alors qu'il se demande s'il peut l'utiliser, mais utiliser quoi du coup? Alors tout porte à croire qu'il s'agit d'un atout assez puissant ou important pour avoir un impact sur les doyens, et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est pas très original, mais c'est une autodestruction, évidemment. Et dans l'état actuel des choses, c'est encore plus difficile de l'imaginer pouvoir vraiment être utile, alors qu'il est totalement rouillé. Vous allez me dire que ça fera un petit peu redondant avec Atlas qui vient de se faire exploser là dans ce chapitre, c'est vrai, mais c'est aussi la preuve que les robots ont un module d'autodestruction. Donc pourquoi pas Emmett? Au chapitre 1102, quand la transformation de Kuma en cyborg était sur le point d'être finalisée, le gouvernement a bien demandé à Vegapunk d'ajouter un interrupteur d'autodestruction. Là encore, c'est la preuve que les créations robotiques dans le monde de One Piece peuvent exploser, et ça serait le cas pour le géant de fer. Une grande partie des arcs de One Piece se conclut par ailleurs dans des explosions provoquées par les protagonistes ou les antagonistes, ce fut le cas avec Alabasta et la bombe de Crocodile, Skypiea avec la destruction de l'île par Ener, le Buster Call d'Enies Lobby, le Ursus Shock de Thriller Bark, et même récemment il y a eu les bombes d'Onigashima et l'éruption volcanique de Wano. Redondance ou non, je n'invente rien, le sacrifice d'Atlas ne signifie pas pour autant qu'aucune explosion n'aura lieu de la part d'Emmett, bien au contraire. Quoi qu'il en soit, peu importe la nature de son attaque ou son action, elle lui permettra peut-être d'enfin blesser les doyens qui sont pour l'instant insensibles sous absolument tous les angles. Bon, et sinon, le message de Vegapunk, lui, semble bel et bien fini, en tout cas c'est la sensation que ça nous donne, mais nous ne sommes à l'abri encore de rien. N'oublions pas que l'émetteur se trouve dans le robot, et justement, seule sa destruction pourrait conclure la diffusion du génie, d'où l'intérêt supplémentaire pour le scénario qu'Emmett s'autodétruise. Je voudrais vite fait revenir sur la case finale où on aperçoit les prisonniers d'Impel Down répéter le nom de Goldie. Si vous n'avez pas compris pourquoi Oda a fait cette case, vous avez peut-être oublié tout simplement que personne ne savait que Roger était un D. Le gouvernement l'avait appelé Gold Roger, voulant cacher à tout prix le D dans son nom. Le fait que Vegapunk le révèle aujourd'hui au monde est une assez grande découverte, puisque depuis des dizaines d'années, personne ne connaissait vraiment le vrai nom du plus connu des pirates. Voilà, donc tous ces pirates découvrent l'existence du D, en particulier après ce grand message de Vegapunk sur les porteurs de cette lettre, qui ont et vont tant changer le monde présent et futur. Cette fin d'arc tourne quand même pas mal en rond, et je préfère pas étendre une vidéo juste pour le kiff et faire des très longues minutes pour rien, autant que ce soit clair et concis pour tout le monde. Merci à vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est toujours autant primordial pour la chaîne, abonnez-vous aussi, pareil, c'est trop important, et normalement, vous pourrez me retrouver ce soir en live sur Twitch pour parler du chapitre, si j'ai la force et le moral. Voilà, merci beaucoup, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, peace les bros.